Bonsoir à tous. À la une de ce journal, 59 ans après la réunification du Cameroun, le gouvernement ignore la commémoration de cette date. Au sommet de l'État, aucun mot officiel. En 16 heures où le pays est confronté à une grave crise sociopolitique et un conflit armé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, un silence qui cache bien mal une fracture profonde entre les pouvoirs publics et une partie des populations dans les régions anglophones. Analyse et décryptage à suivre au cœur de ce journal. L'indisponibilité des résultats des examens officiels du sous-système éducatif anglophone plonge parents et élèves dans l'inquiétude. À quelques jours de la rentrée scolaire, d'autres éprouvent des difficultés à avoir des moyens nécessaires pour payer les fournitures scolaires et s'acquitter des frais de pension scolaire pour leurs enfants. Vous verrez dans ce journal comment de nombreuses infrastructures scolaires peinent à être réhabilitées pour accueillir les tout-petits lors de la rentrée scolaire. C'est le dossier à suivre en ouverture de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Nous sommes à 4 jours de la rentrée scolaire et plusieurs écoles publiques primaires présentent un visage peu reluisant. C'est le cas à l'école publique située à Bonasama dans le 4e arrondissement de Douala. Là-bas, rien n'a été véritablement réhabilité pour préparer le retour des enfants dans une école primaire censée accueillir des centaines d'enfants pour la prochaine rentrée scolaire. Aucun aménagement spécifique en prélude, en rapport avec la crise sanitaire. Je vous propose de suivre ce reportage que signe Jean-Paul Chouniat. À quelques heures du retentissement du son de cloche de la rentrée scolaire 2020-2021, l'école publique bilingue de Bonasama n'a point l'air d'un établissement prêt à accueillir ses élèves au matin du lundi 5 octobre, jour de rentrée. Premier constat frappant, les eaux torrentielles des dernières pluies inondent encore couloirs, salles de classe et presque toute l'enceinte de ce temple du savoir, pour ne pas évoquer la mini-piscine olympique en pleine cour de récréation. La reprise des classes dans ces conditions est on ne peut plus pathétique. Nous sommes tous confus sur l'état de l'infrastructure. Je vois mal les enfants travailler dans ces conditions, beaucoup plus les tout petits de la maternelle. Ici, même le tableau noir s'interroge si les enfants auront les yeux bien rivés sur lui, avec leurs pieds dans l'eau. Si lundi la rentrée est effective, est-ce les élèves qui évacueront les eaux ou alors assainir les lieux? Sommes-nous vraiment à Douala? La barrière et le portail central doivent être réfectionnés, sinon les eaux de pluie rentreront de toutes parts. Plusieurs salles n'ont pas la moindre table-banc. Pourtant, les autorités de l'éducation de base rassurent que tous les élèves du Cameroun répondront bien présents à l'appel du 5 octobre. Mais dans quelles conditions cette enseignante de l'école maternelle de Bonasama se pose bien des questions sans réponse. Dans cet environnement déjà insalubre, sans le moindre confort, aucun aménagement ne se profile à l'horizon à 72 heures des premiers pas sur le chemin de l'école. Dans cet établissement public primaire et maternel, la construction interminable de ce bâtiment qui avait été engagé pour juguler les effectifs pléthoriques et donner peau neuve à l'école publique bilingue de Bonasama. Et là encore, les travaux traînent depuis des mois, s'indigne cet autre enseignant à visage couvert. Certains bâtiments devraient être livrés à l'administration, mais ce n'est pas encore le cas. Les autorités doivent agir, ne serait-ce pour vider les eaux des salles. Sinon, que feront les élèves pour avoir leurs enseignements? Entre bâtiments délabrés, toitures déchiquetées, murs crasseux, salles inondées, avec des tables-bancs pêle-mêle, le miracle d'une grande vidange des eaux, la rénovation à grands coups de peinture et le désherbage pourraient s'opérer ce week-end pour une école publique de Bonasama, au visage propre, dès lundi matin.
Ils ne savent plus à quel sens vouer. Les candidats aux examens du sous-système éducatif anglophone, à quelques jours de la rentrée scolaire, ils n'ont pas toujours les résultats indisponibles pour des raisons inexpliquées. Les parents sont dans le désarroi, année scolaire hypothétique, redoutent-ils. D'autres également font face à des difficultés de trésorerie pour acheter les fournitures scolaires et préparer la rentrée de leurs enfants. Ils s'expriment dans ce reportage réalisé dans la région de l'Ouest, là où de nombreux parents tirent le diable par la queue, comme le constate notre reporter, Leclerc Tsakem. Plus que quelques jours vont retentir les carillons de la rentrée scolaire 2020-2021. L'ambiance reste timide dans la région de l'Ouest. Les parents font la course au ralenti et raison avancée. Certains parents attendent encore le résultat des examens 2019-2020. Quand ces résultats ne sont pas publiés et qu'il y a rentrée, et que vous voudriez que le parent fasse comment? Il ne va pas se substituer. Où rentrera donc son enfant? Dans l'ancienne classe ou dans la nouvelle? Il manque de raisonnement et de calcul qui fait de cette rentrée une rentrée hypothéquée d'avance ou volontairement voulu hypothéquer. Déjà à ce jour où nous sommes déjà le 30, je ne pense pas que je serai vraiment au bout pour pouvoir satisfaire mes enfants pour les nécessaires scolaires. Donc je souhaite que les choses puissent encore s'améliorer pour que les conditions des Camerounais, pour que nos conditions puissent nous permettre d'envoyer un peu facilement nos enfants à l'école. Dans les librairies et autres points de vente, ce n'est pas encore la grande affluence. Sur les comptoirs, les fournitures attendent désespérément preneurs. Les conditions difficiles de vie sont pointées du doigt dans un contexte économique déjà délétère et accentué par les frasques de la pandémie du coronavirus. Alors vous voyez vous-même, il n'y a pas de parents, il n'y a rien. Même la vente de cailles qui se passe souvent devant nous, il n'y a rien vraiment. Avec tous les problèmes qu'on a eus cette année, depuis le Covid-19 et tout ça. Certains demandent même s'il y aura la rentrée scolaire. Un cours dur pour les commerçants qui eux aussi ne savent plus où mettre la tête. La créance étant la voie empruntée pour la plupart afin de s'offrir la marchandise. Depuis qu'on a commencé les sacs, on ne s'en sort pas. On croyait que peut-être c'est parce qu'on n'a pas encore payé les fonctionnaires. Mais depuis que la fin du mois est arrivée là, vraiment, il ne comprend rien. Voilà tout ça, est-ce qu'il veut faire avec ça? Il doit manger ça. Il ne sait pas ce qu'il doit faire avec ça. S'il ne vend pas maintenant, il vend ouais, c'est parti comment c'est le crédit des gens. On a misé sur la rentrée parce qu'on croyait qu'à 2 semaines, on pouvait avoir même 100 francs. Mais pour finir, même vraiment, la tête peut manquer les cheveux parce que même les nerfs vont bien me prendre parce que je ne sais pas comment je dois faire pour rembourser les dettes des gens. Ou je dois seulement fuir, ou je dois seulement abandonner ça pour fuir, je sais pas. Dans les rayons des librairies, on déplore l'absence de certains manuels scolaires, notamment certains livres qui tardent à être fournis. Une réalité qui suscite des inquiétudes au sein de la clientèle au vu du temps qui nous sépare du jour J. Il y a beaucoup de titres sur le marché mais qui ne sont pas là. Donc c'est ce qui crée un peu l'embuscade, on ne sait pas vraiment si on est en train d'avancer ou on est en train de reculer. Et les champions, ils nous font comprendre que c'est déjà au port. Mais ça fait déjà 2 semaines, pas de résultats. Même aussi, bon, les parents qui sont déjà là sont déjà inquiets. Ils ne savent pas si les enfants vont aller à l'école ou pas. Il y a des manques de certains livres, surtout la classe de la CIL et CP, où vraiment les livres ne sont pas encore disponibles sur le marché. Dans l'espoir de voir les choses bouger d'un pas dans les prochains jours, les commerçants se remuent les pouces. Des appareils sonorisés sont mis à contribution chez d'autres à l'essai d'attirer la clientèle. Comme quoi, tous les moyens sont bons lorsqu'ils sont efficaces. Quelle est l'ambiance des préparatifs de la rentrée scolaire dans l'arrondissement de Loum, situé dans le département du Mungo? Là-bas, les opérateurs économiques qui espéraient une mobilisation des parents d'élèves à quelques jours de la rentrée scolaire sont déçus. Dans les ateliers de couture, les parents se font rares et les chiffres d'affaires peinent à décoller, regrettent de nombreux artisans. Ils s'expriment dans ce reportage que signent Jacquino Molon et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Dans le département du Mungo, la confusion, c'est ce qui décrit l'état d'esprit actuel de plusieurs parents d'élèves qui sont toujours dans l'attente des résultats du DC Ordinary Level et du DC Advanced Level. À 4 jours de la rentrée scolaire, ces résultats ne sont toujours pas disponibles. Jusqu'à présent, les résultats ne sont pas disponibles. Nos enfants sont inquiets, tout comme nous. Nous ne savons quoi faire pour la rentrée.
Jusqu'à présent, les résultats ne sont pas disponibles. Nos enfants sont inquiets, tout comme nous. Nous ne savons quoi faire pour la rentrée. C'est donc préoccupé par la situation que ces parents d'élèves regardent les autres préparer la rentrée des classes. Les fournitures scolaires sont disponibles, mais ils ne souhaitent prendre le risque d'acheter par exemple des livres qui ne correspondront plus à la classe de leur enfant s'ils sont reçus à leur examen. Des parents d'élèves dans le département du Mungo s'interrogent également sur la programmation de la rentrée scolaire à la date de la journée mondiale de l'enseignant, le 5 octobre. On ne sait pas comment ça va se passer. Jusqu'à l'instant, l'État n'a rien dit par rapport à ce sujet-là. En plus du stress lié à l'absence des moyens financiers, les parents d'élèves font également face à ces autres préoccupations. Et comment se prépare la rentrée scolaire dans le secteur de l'éducation de base, surtout une rentrée scolaire post-Covid-19? Quelles mesures gouvernementales ont été prises pour veiller à la sécurité sanitaire des élèves? Je vous invite à suivre le professeur Laurent-Serge Etoudingwa, ministre de l'Éducation de base, qui déroule les mesures ministérielles prises pour l'année scolaire 2020-2021. Ce qui va désormais être la particularité de nos écoles, c'est la lutte contre l'absence, le manque des enseignants. Nous avons un déficit d'enseignants qui est là. Et également, depuis le début de l'année scolaire qui s'achève, des efforts considérables ont été faits par le président de la République sous deux angles. Il ordonne des recrutements directs par voie de concours à la fonction publique, et il ordonne également des recrutements à travers un projet que nous avons avec la même Banque mondiale et d'autres partenaires au développement, ce qui fait que depuis le début de cet exercice, de cette année scolaire, nous sommes à près de 5000 enseignants qui sont recrutés. Nous allons continuer l'année prochaine sur la même lancée. Et nous pensons que d'ici 2-3 années, le déficit en enseignants sera totalement effacé. Il nous restera ce que nous appelons le recrutement pour un taux de régulation normal, qui est de 3 enseignants publics par école, selon les données de l'UNESCO. Je suis déjà capable de dire, sauf si des mouvements subséquents vont déplacer les équilibres, que nous avons 3 régions qui n'ont plus de déficit d'enseignants. Après le premier déploiement de ce que nous avons recruté, à savoir le sud-ouest, qui a atteint le niveau normal, le littoral a atteint le niveau normal. Nous avons aujourd'hui également la région du sud qui a atteint le niveau normal après les recrutements qu'il y a eu. Dans un proche avenir, c'est-à-dire dans 5-6 mois, après le deuxième recrutement que nous allons lancer en fin octobre prochain, le nord-ouest et l'ouest auront également atteint le niveau normal. Il nous restera à faire face au grand déficit d'enseignants que nous avons à l'extrême nord, c'est la première région, le centre, l'est, le nord et la Damawa. Nous espérons que les recrutements subséquents nous permettront de pallier à ces manquements. Durant cette conférence de presse, un des ministres chargés de l'éducation nationale, l'enseignement supérieur doit également faire face à de nombreux défis infrastructurels et d'autres défis liés à la crise sanitaire. Quelles sont les innovations attendues pour l'année académique 2020-2021? Je vous invite à suivre le professeur Jacques Famdongo, ministre de l'enseignement supérieur. Donc, la rentrée académique de l'année 2020-2021. La grande innovation cette année, ce sera l'intensification du numérique universitaire. Cette intensification du numérique universitaire permet justement de résoudre le problème de la distanciation physique grâce au e-learning. Nous allons donc inaugurer officiellement les 10 centres de développement du numérique universitaire construits et équipés.
Ces centres de développement du numérique universitaire permettront donc au e-learning de se déployer de manière satisfaisante. Nous avons signé un accord qui permet de résoudre le problème lancinant et récurrent de la bande passante. Vous savez que quand la bande passante est faible, naturellement, la visibilité cybernétique des universités en pâtit considérablement. Nous allons passer dès cette année, pour la totalité des universités, de 263 mégabits seconde à 9334 mégabits seconde pour la totalité des universités d'État, de l'université inter-État Congo-Cameroun et du Centre national de supervision du réseau d'interconnexion universitaire. Tout le monde se souvient des 500 000 ordinateurs, mais ce n'était qu'un volet conjoncturel. Le volet pérenne, c'est la construction des 10 centres de développement du numérique universitaire. Dans le reste de l'actualité, la présidente du CPP et du mouvement Stand Up for Cameroon, Kawala, révèle que la police a encerclé son domicile et son lieu de travail ce matin. Ces policiers lui ont fait savoir qu'elle était assignée à résidence sans aucune base légale. Ensuite, des commissaires de police ont démenti sa mise en résidence surveillée. À la suite de ces événements, Kawala maintient son appel au port des vêtements noirs demain vendredi et précise qu'il ne s'agit pas d'une marche, mais d'une autre forme de protestation pacifique contre les arrestations arbitraires en cours au Cameroun. Je vous propose d'écouter Kawala, présidente du CPP et du mouvement Stand Up for Cameroon. Je remercie la police camerounaise pour l'énergie qu'elle m'a donnée ce matin. Je me suis réveillée ce matin avec mon bureau encerclé par la police et ma maison aussi. Chers Camerounais, chères Camerounaises, nous voudrons clarifier quelques points. Stand Up for Cameroun et tous les partis politiques, les organisations de la société civile et les citoyens ordinaires qui sont les membres de Stand Up for Cameroun vous ont appelé à un spécial vendredi en noir pour demain, vendredi le 2 octobre. Ça veut dire que vous portez votre noir et que vous vaquez à vos occupations. Que toutes les villes, que tous les Camerounais soient en noir pour protester contre les arrestations illégales et arbitraires qui sont en cours dans notre pays depuis des années déjà et très particulièrement ceux qui ont eu lieu depuis le 18 septembre, le 22 septembre et qui sont encore en cours actuellement. Stand Up for Cameroun n'a pas appelé pour une marche. Stand Up for Cameroun estime que la marche, c'est un droit constitutionnel que chaque Camerounais a le droit d'exercer. Et quand Stand Up for Cameroun appelle pour une marche, nous le faisons directement et clairement. Nous n'avons pas appelé pour une marche, nous avons appelé pour la protestation par le port de couleurs, une protestation qui est forte, qui est très très puissante, parce que je souhaite que vous imaginez tout simplement que vous vous levez demain matin et que tout Yaoundé est en noir, tout Douala est en noir, tout Bafoussam est en noir. Donc sans aller en confrontation avec la police, sans vous mettre dans un danger quelconque, parce que ce serait quand même fort qu'on commence à nous reprocher les habits que nous portons. Nous sommes capables de protester. Nous sommes capables de protester fortement. Nous sommes capables de protester contre tout ce qui se passe dans ce pays. Deuxième clarification. Parlons à présent de la commémoration de la réunification du Cameroun. Elle est passée presque inaperçue dans la conscience nationale, dans les régions en guerre du nord-ouest et du sud-ouest. C'était presque une journée déclarée ville morte dans plusieurs localités. Illustration à Bamenda,
où les populations redoutant des actions des séparatistes, elles sont restées terrées chez elles, l'armée étant sur le qui-vive dans certains centres urbains des régions anglophones. Vous le voyez en image, journée déclarée ville morte à Bamenda, centre commercial, où presque personne n'est sorti de chez lui redoutant des actions des groupes séparatistes. L'armée était mobilisée dans certains centres urbains. Les marchés sont restés fermés ce jeudi 1er octobre 2020 à Bamenda et dans d'autres villes des régions du sud-ouest et du nord-ouest. Malgré ce contexte de crise sociopolitique et conflits armés dans les régions anglophones, le président de la République du Cameroun a ignoré la commémoration de la réunification du Cameroun. Pourtant, c'est une date importante dans l'histoire du Cameroun occidental et le Cameroun oriental. Paul Biya a plutôt choisi d'adresser ses félicitations au président nigérian Muhammadu Buhari et au président chinois Xi Jinping à l'occasion des fêtes nationales de leurs pays respectifs célébrées ce 1er octobre. À l'occasion de la fête nationale de la République fédérale du Nigeria, le chef de l'État du Cameroun a formulé ses vœux de paix, de santé et de prospérité pour le peuple nigérian. Il a également émis la volonté de raffermir et d'enrichir la coopération bilatérale entre Yaoundé et Abuja. Dans un deuxième télégramme publié à l'occasion de la fête nationale de la République populaire de Chine, le chef de l'État du Cameroun réitère sa disponibilité à continuer d'œuvrer à la consolidation et la promotion des relations d'amitié et de coopération qui existent entre la Chine et le Cameroun. Dans l'escale internationale, la France manifeste son intérêt pour le Kenya. Le président kenyan a rencontré Emmanuel Macron en France afin de discuter de renforcement de la coopération économique. Pendant ce temps, au Nigeria, la pandémie de coronavirus a impacté sur la commémoration de la fête nationale de la République fédérale du Nigeria. Et en Afrique du Sud, le pays a décidé d'ouvrir ses frontières malgré de nombreux cas positifs de Covid-19 enregistrés dans ce pays. La mouture internationale, c'est avec Nadine Yambou. Les relations économiques entre la France et le Kenya se resserrent de plus en plus. Le président français Emmanuel Macron a reçu au palais de l'Élysée son homologue kenyan Uhuru Kenyatta. Les deux chefs d'État ont procédé à la signature de 3 accords portant sur des projets pour le renforcement des relations économiques entre les deux pays d'un montant de 2,15 milliards d'euros. Parmi eux figure celui annoncé en mars 2019 lors de la visite d'Emmanuel Macron au Kenya. Il s'agit de la concession sur 30 ans, permettant ainsi la construction de l'autoroute Nairobi-Nakuru par un consortium français. En visite de 5 jours à Paris, le président kenyan a pris part au forum annuel de la Banque publique d'investissement, l'un des plus grands rendez-vous des entrepreneurs sur le continent européen. En raison de la pandémie de coronavirus, la célébration des 60 ans d'indépendance du Nigeria s'est déroulée uniquement à Abuja, la capitale, le défilé militaire ayant été annulé dans plusieurs États. C'est le 1er octobre 1960 que le Nigeria accédait à la souveraineté internationale après plusieurs décennies de domination coloniale britannique. En 60 ans, le Nigeria, grâce à son pétrole, est devenu au fil des ans la première puissance économique sur le continent africain. Pays le plus peuplé d'Afrique avec plus de 200 millions d'habitants, est cependant rongé par une extrême pauvreté et la corruption. Bien plus, le Nigeria est en proie à une insécurité avec principalement les attaques du groupe Boko Haram dans le nord-est du pays. Les incursions des djihadistes ont déjà fait plus de 36 000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés depuis 2009. Après près de 6 mois de repli en raison de la pandémie de coronavirus, l'Afrique du Sud assouplit les restrictions de voyage. Les frontières sont désormais ouvertes à tous les pays africains. La circulation est rétablie, une bouffée d'oxygène pour les secteurs du transport et du tourisme paralysés depuis des mois. Cependant, cette restriction demeure en vigueur vis-à-vis d'une 50aine de pays présentant encore un taux élevé. La Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Inde, la Russie et la France notamment.
Jusqu'ici, l'Afrique du Sud reste le pays le plus touché sur le continent africain, avec près de 680 000 cas et près de 16 000 décès. En République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé annonce l'ouverture d'une enquête sur les accusations d'abus sexuels sur femmes perpétrées par de prétendus employés de l'agence onusienne dans le cadre de la lutte contre l'épidémie d'Ebola. C'est un article publié par des New Humanitarian qui révèle l'affaire. Le document contient des témoignages de plus de 50 femmes victimes d'agressions sexuelles. Le bourreau échangerait de l'argent et même des promesses d'emploi contre des faveurs sexuelles. L'OMS se dit consternée par de pareils comportements et promet des sanctions sévères à toute personne, fût-elle employée ou partenaire qui serait impliquée de près ou de loin dans ce scandale sexuel. Depuis le mois de juin 2020, une nouvelle épidémie d'Ebola secoue la RDC. Plus de 50 personnes ont déjà perdu la vie. Coup de théâtre sur la scène politique. Deux représentants de l'opposition ivoirienne siégeant au sein de la commission électorale ivoirienne ont suspendu de participation aux activités de l'instance électorale. Ils occupaient les fonctions de commissaires centraux superviseurs et vice-président de la commission électorale indépendante, selon le porte-parole de différentes plateformes politiques. Ils dénoncent l'absence de dialogue politique entre l'opposition ivoirienne et le pouvoir et ils émettent le vœu de voir des réformes urgentes être implémentées pour garantir la transparence du processus électoral. Je vous invite à écouter le représentant de ces différents partis politiques qui ont suspendu leur participation à la commission électorale indépendante ivoirienne. Décision. Afin de ne point se faire complice du hold-up électoral mis en place par le gouvernement, le Conseil constitutionnel et la Commission électorale indépendante, les plateformes AFD et LMP, ont instruit toutes les personnalités qu'elles ont proposées pour siéger dans les commissions électorales communales, sous-préfectorales, départementales, régionales et à l'étranger de suspendre leurs activités au sein des démembrements de la CEI. L'AFD et la LMP ne peuvent s'associer à une mascarade électorale. C'est pourquoi elles demandent à leurs représentants de ne plus participer aux réunions convoquées par les nouveaux bureaux locaux de cette institution. Tous les représentants de l'AFD et de la LMP doivent attendre de recevoir de nouvelles instructions. Proposition. L'AFD et la LMP réitèrent l'urgence et la nécessité d'une concertation élargie entre le gouvernement et les forces politiques et sociales, parties prenantes donc aux élections. L'AFD et la LMP demandent au gouvernement et au président de la République, garant de la paix sociale, de la sécurité nationale et du respect des accords internationaux, de sortir de leur posture actuelle, irréaliste, qui expose inutilement les Ivoiriens aux menaces de toute nature, pour inviter humblement tous ceux qui ont un intérêt aux élections présidentielles et législatives autour d'une table, afin de convenir des conditions générales de leur organisation et notamment des réformes nécessaires du Conseil constitutionnel et de la Commission électorale indépendante. À cet égard, l'AFD et la LMP demandent au gouvernement et au président de la République de sortir du fétichisme des dates pour faire baisser les tensions socio-politiques. Nous pouvons tous ensemble faire l'économie d'une nouvelle crise. Sur la route de la présidentielle en Côte d'Ivoire, Bertin Konan-Kouadio dit qu'Akabe maintient sa candidature alors que des rumeurs folles couraient dans les villes de la Côte d'Ivoire annonçant le retrait de sa candidature à l'approche de la campagne électorale prévue le 15 octobre prochain et la date du scrutin, c'est le 31 octobre 2020. Je vous propose d'écouter son porte-parole qui réaffirme la décision de Bertin Konan-Kouadio d'être toujours candidat à cette élection présidentielle, lui qui interpelle le pouvoir en place à un dialogue politique et l'opposition à plus de retenue pour permettre aux Ivoiriens de vivre une élection transparente et pacifique en Côte d'Ivoire. Déclaration du candidat Kouadio Konan-Bertin, candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020.
nous avons été saisis de façon récurrente d'une information faisant état du retrait du candidat Kwadjo Konon Bertin du processus électoral en Côte d'Ivoire. Nous voulons informer l'opinion nationale et internationale qu'il n'en est rien. M. Kwadjo Konon Bertin, dit Kakabe, est et demeure candidat à l'élection présidentielle prévue le 31 octobre prochain. C'est pour nous l'occasion d'inviter l'ensemble des acteurs ivoiriens à privilégier la paix et le dialogue légué par le père fondateur afin d'épargner des morts à notre pays. Nous invitons le pouvoir à initier des actions fortes afin de renouer le dialogue avec l'opposition. De même, nous lançons un appel pressant à l'opposition ivoirienne dans son ensemble et l'invitons à prioriser la paix, la quiétude et le bien-être des populations. Bref, sur cette élection présidentielle prévue le 31 octobre prochain en Côte d'Ivoire, Kwadjo Konon Bertin a eu une attitude surprenante au siège du PDCI, convoqué ce jour devant un conseil de discipline. Ce dissident du PCDI, candidat à l'élection présidentielle, a fait demi-tour après un bref échange avec son avocat. Selon ses proches, il craignait pour sa sécurité. Il a été convoqué pour atteinte à l'unité du parti, insoumission aux décisions du parti et indiscipline notoire. Lui qui est dissident du PDCI, le parti d'Henri Konan Bédié, lui aussi candidat à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Des publics reportages dans ce journal, la librairie Papeterie Nono célèbre l'excellence scolaire. Les lauréats aux examens officiels ayant eu les meilleures performances ont reçu des primes d'encouragement de la part du promoteur de cet événement. Reportage. Pour une bonne main d'écriture, la marque de l'excellence Schneider gagne les cœurs et s'impose chez nous. Plus de soucis et de stress. Papeterie Nono encourage l'excellence scolaire et célèbre ses lauréats. Pour cette 13e édition, le parrain des meilleurs élèves met les petits plats dans les grands, distribuant des lots et prix divers au major de l'édition 2020, Tchofo Zoumenye Diland. Le jeune homme a passé son baccalauréat C avec la mention excellent. Je suis extrêmement heureux d'être le major parce qu'il faut dire que j'ai beaucoup travaillé pour arriver là. Je suis heureux que mon travail ait porté ses fruits. Je suis également heureux parce que j'ai reçu énormément de félicitations, que ce soit du papi Nono, de mes camarades de classe, des parents. Et j'encourage mes cadets à travailler dur parce que vraiment quand on travaille et qu'on a la volonté, les résultats vont porter leurs fruits. Parmi les bénéficiaires, les lauréats d'or, majors de l'enseignement technique et industriel, du sous-système francophone et du sous-système anglophone. Je suis très contente d'avoir reçu le prix de l'excellence scolaire, le prix Schneider pour la papeterie Nono. Je suis très contente parce que la papeterie Nono fait beaucoup d'efforts pour récompenser l'excellence scolaire de nos jours, surtout pour le prix féminin, car les filles font de nos jours beaucoup d'efforts pour entrer dans le domaine scientifique. Et c'est bien comme ils ont décidé de récompenser les filles. Je remercie Papi Nono. Vraiment, il m'a soulagé. L'enfant a travaillé et Papi Nono a fait le reste. Qu'il aille de l'avant et que les générations futures profitent énormément. Et je profite pour dire aux jeunes de mettre la main dans la pâte et que dans l'avenir, qu'ils soient toujours des meilleurs. Je suis très fier, très fier. On vient de me donner un laptop. Je devais faire comment pour l'acheter. Aujourd'hui, là, je suis un parent comblé et très ravi. Papeterie Nono salue les énormes sacrifices des enseignants dans l'encadrement des élèves en cette période de pandémie. Oui, justement, au niveau des prix spéciaux, j'ai tenu à le faire et je suis content de l'avoir fait aujourd'hui parce que j'ai fait un clin d'œil aux enseignants compte tenu de ce que les enseignants ont enduré durant l'année qui s'achève. L'année qui s'achève n'aura pas été un long fleuve tranquille pour les enseignants et ça, j'ai tenu à être solidaire parce que je ne peux pas célébrer l'excellence et ne pas penser à cela sans qui l'excellence n'aurait pas lieu. À peine la 13e édition s'achève,
Papeterie Nono se projette déjà dans l'avenir. Bien entendu, c'est le même message, le même. Il ne suffit pas seulement d'être lauréat papeterie Nono, il faut demeurer. Alors rendez-vous à tous les lauréats d'aujourd'hui, l'année prochaine, puisque la 14e édition est déjà en chantier. Beaucoup de surprises pour l'année prochaine. Les lauréats de la 14e édition seront heureux. Papeterie Nono encourage tous les élèves à se mettre au travail durant cette année scolaire qui démarre pour entrer dans le prestigieux club des meilleurs. Schneider gagne les cœurs et s'impose chez nous. Vous avez peut-être entendu parler de l'initiative Nescafé One Song à Cameroun, une initiative de cette entreprise qui vise à promouvoir l'art musical et les différentes expressions culturelles du Cameroun. Comment s'est déroulé l'événement? Quelle est l'adhésion de la part du public camerounais à l'initiative de Nescafé One Song? Élément de réponse dans ce reportage. Nescafé, marque de café numéro 1 dans le monde, encourage les jeunes Africains dans cette période de Covid-19 à rester positifs. Les jeunes personnes ont de tout temps été une source d'inspiration pour la marque Nescafé. Depuis 82 ans, la marque leader dans la commercialisation du café n'a cessé de réinventer les façons de consommer le café pour apporter chaque jour aux jeunes l'arôme exaltant du café, la bonne humeur, l'inspiration, la stimulation nécessaire pour profiter chaque jour de la vie. Au cœur de la crise sanitaire qui affecte l'humanité, il a semblé nécessaire à cette grande marque de rester plus que jamais connectée aux jeunes Africains et de leur communiquer un esprit positif et combatif. Nescafé lance ainsi dès le mois de mai une compétition en ligne, Nescafé One Song. Nescafé One Song is an initiative which we actually launched during this period of the COVID-19 pandemic to transform this situation, which I can say is a difficult situation, into an opportunity. And that is why we launched this Nescafé One Song concept, which of course is targeting 6 countries. Cameroon is just one of them. We'll have one winner per country, and after that we will do the song that will involve all the 6 winners across all the 6 countries. Donc, les critères de compétition, c'était bien évidemment la créativité artistique, l'originalité des paroles, leur caractère inspirant, mais aussi la possibilité de partager ce message à tous les jeunes. Et l'un des critères qui était important pour nous, c'est que le message porte non pas sur un pays en particulier, mais sur l'Afrique. La remise solennelle du chèque Nescafé One Song de $3000 promis aux gagnants de chaque pays a eu lieu à la pittoresque salle d'Africa Lounge à Bonapriso ce 17 septembre 2020 en présence du comité de direction de Nestlé Cameroun. Une cérémonie riche en émotions. I'm first of all grateful to God, to Jesus for bringing me this far, and I'm grateful for each and every one of the people who believed in me and who was able to give in everything for me to win. Notre vœu le plus cher, c'est que cette compétition ne s'arrête pas à la gagnante. La chanson qui sera réalisée par les 6 gagnants de différents pays puisse réellement être une chanson inspirante qui chaque jour va motiver les jeunes à donner du meilleur d'eux-mêmes. Tout commence avec un Nescafé. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. 1er octobre 2020 et réunification sous le signe du lockdown dans la zone anglophone. Plusieurs villes dans le sud-ouest et le nord-ouest ont observé une journée déclarée ville morte. Presque personne n'est sorti de chez lui, redoutant les actions des groupes armés séparatistes. L'armée s'est néanmoins mobilisée dans les centres urbains afin de rassurer les populations sur les mesures de sécurité. Mais vous l'avez vu dans les images, les marchés sont restés fermés, les places commerciales étaient vides. Pas un chat dehors, constatent nos correspondants dans les principales villes des régions anglophones, alors que les populations attendaient une réaction des pouvoirs publics.
aucun mot officiel sur la date de la commémoration de la réunification au Cameroun. C'est Jala. Voilà, vous avez donc compris, madame, monsieur, c'est l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Sejala. Bon week-end à vous, Cédric. Bon week-end à vous également. Rendez-vous lundi. 20h.